Mesdames et messieurs, chers collègues, chers intervenants, je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui pour ce symposium de Becton Dickinson à l'hôpital Choisir ne veut pas dire renoncer, qui va être consacré à la prise en compte des bénéfices économiques et une petite présentation. Nous avons conçu cet événement pour être un espace de partage et d'inspiration. Au fil de la prochaine heure, nous aurons la chance d'assister à des présentations, à des discussions et à des échanges d'idées. Nous avons rassemblé des intervenants de haut niveau et nous les remercions de pharmacologie des anti-infectieux et résistance. Nous aurons ensuite une partie de questions avec le professeur Mimose et ensuite nous enchaînerons sur la deuxième présentation de Madame Montange, qui est cadre supérieur de santé à la direction centrale des soins des HCL, chargée de mission notamment sur la sécurisation du produit du médicament et sur l'harmonisation des pratiques des paramédicaux et des matériels, et également qui a d'autres missions comme la prise en charge de la douleur ou la structuration et l'évolution du dossier de soins. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants et participants pour leur engagement et leur présence aujourd'hui, et également un grand merci aux organisateurs et également à Becton Dickinson. Je vous souhaite donc à tous un symposium enrichissant et stimulant. Merci à tous, bon symposium, et je vais maintenant laisser la parole au professeur Mimos. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je remercie bien sûr les organisateurs Europharma et les laboratoires BD donc de vous présenter des travaux que nous avons réalisés chez nous et qui montrent qu'effectivement, on peut parfois faire mieux et pour moins cher avec cette étude médico-économique tirée d'une grande étude qui s'appelle Clean 3. Petit rappel sur mes conflits d'intérêts. Bon, je suis très investi dans la recherche autour des accès vasculaires et de la préparation cutanée. Et j'ai en particulier un certain nombre de conflits d'intérêts avec les laboratoires BD, mais également aussi avec les laboratoires 3M qui, depuis quelque temps, sont devenus Solventum. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet? D'abord, rappeler, même si je crois que c'est une donnée que vous connaissez bien maintenant, le cathéter périphérique, c'est le premier dispositif médical utilisé à l'hôpital. Et on considère qu'environ un patient sur deux va être à un moment donné porteur de cet accès vasculaire durant son séjour hospitalier. Ça représente un marché de plus de 2 milliards d'unités vendues dans le monde, donc c'est vraiment un marché énorme. Et pour autant, et probablement de prise de conscience beaucoup plus récente, c'est un dispositif qui est souvent mis en échec par la survenue de complications qui sont listées sur cette plaque à droite, essentiellement de la diffusion, de l'occlusion de cathéter, de la phlébite, de l'arrachement, beaucoup plus rarement de l'infection. Et dans ces études, bah, vous voyez que globalement, quel que soit le type d'étude, ce cathéter va être en échec dans environ une fois sur deux, c'est-à-dire que dans une fois sur deux, il va falloir changer le cathéter parce qu'il a développé une complication qui le rend inefficace. Non seulement c'est fréquent, mais ces complications sont précoces. Et quand on regarde ici dans ce travail qui avait regardé chez un peu plus de 300 patients le délai de survenue de ces complications, vous avez ici ce qu'on appelle les fameuses boîtes à moustache, avec le trait au milieu qui est la médiane. Vous avez ici le 25-75e percentile et puis ici le 5e 95e percentile. Ben, vous voyez que en médiane, en tout cas, la majorité des complications surviennent entre le premier
et le deuxième jour, hein, au-delà du deuxième jour, plus de la moitié des complications ont été observées. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand on met un accès vasculaire, on sait que dans une fois sur deux, au maximum, il sera encore en place 48 heures après sa mise en place et on sera obligé de le changer parce qu'une complication sera survenue. Alors, c'est un problème, ces complications, parce que d'une part, c'est une interruption de traitement et vous savez que certains de nos patients ont besoin de leur traitement en continu. Donc, cette interruption, c'est une perte d'efficacité du traitement. C'est bien sûr de l'inconfort et de la douleur pour les patients à qui il va falloir remettre un nouveau cathéter. Et on sait que remettre un cathéter et la douleur que ça génère, ça fait partie des éléments de non-satisfaction des patients à l'hôpital. Et puis, c'est aussi de l'insatisfaction des proches parce qu'ils ne comprennent pas que dans votre hôpital, pourtant à la pointe, eh ben, un cathéter ne soit pas capable de rester plus longtemps que 2 jours en moyenne avant d'être remplacé. Ça aussi, et là je m'adresse à des pharmaciens, ça a aussi des grosses conséquences non seulement sur le devenir du malade, mais aussi sur les coûts. Vous avez ici une très très grosse étude réalisée aux États-Unis sur une base de données donc de compagnies d'assurance qui a, vous voyez, exploré quasiment 600 000 dossiers il y a une petite dizaine d'années et qui a regardé quel était l'impact de la survenue de complications d'un cathéter veineux périphérique sur la durée de séjour, le coût de séjour, le risque d'être admis en réel décès. Vous avez la première colonne de gauche, c'est la population des patients chez qui il n'y a pas eu de complications. Celle de droite, c'est celle qui a eu des complications. Et il faut savoir que ces complications étaient principalement des infections, mais aussi des cas de thrombophlébite et d'extravasation. Eh ben, comme vous pouvez le voir, la survenue d'une complication, c'est emblématique. C'est problématique parce que d'abord, vous allez avoir une durée de séjour qui va augmenter de 50%. De même que le coût de l'hospitalisation, vous voyez, on a une augmentation de 4 000 dollars. C'est un risque multiplié par 2 d'aller en réa et puis c'est un risque multiplié par 5 de décéder. Donc clairement ici, on a affaire à avant tout de l'infection comme complication, mais vous voyez que quand elles surviennent, ces complications, elles sont majeures pour le patient comme pour la collectivité. Et plus récemment, on a fait une analyse similaire dans mon hôpital où on a repris tous les dossiers des patients hospitalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2020, patients qui étaient passés par les urgences, qui avaient bénéficié de la pose d'un cathéter veineux périphérique avant d'être admis dans le service de médecine. Et on a regardé ce qui se passait sur ces cathéters. Vous avez ici, donc, vous voyez, on est parti sur un peu plus de 113 000 passages aux urgences. Les patients qui avaient besoin d'un cathéter et admis en médecine, c'était presque 10 000 patients. Là-dedans, on a regardé ceux qui avaient des mocs cultures positives, hein, c'est presque 600 patients. Et puis, vous voyez que, comme dans la littérature, ceux qui ont fait une infection de cathéter avec une hémoculture positive, hein, donc les infections bactériémiques qui sont les plus graves, c'est 0,2%. Alors, vous allez me dire 0,2%, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais quand vous ramenez ça à 2 milliards d'unités vendues par an dans le monde, ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'infections. Et aujourd'hui, on sait que le cathéter veineux périphérique est probablement le premier point de départ d'une infection liée au cathéter à l'hôpital comme à l'extérieur de l'hôpital. Alors, ces complications, elles ont été lourdes pour les patients et pour la collectivité. Vous avez ici l'impact. Alors, 24 sur 25 patients ont eu une antibiothérapie prolongée. Il y en a un qui est passé à l'AS. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'a pas reçu d'antibiotiques. Il est parti de l'hôpital sans antibiotiques. Certains ont eu besoin d'un pose d'un cathéter veineux central parce que l'antibiothérapie nécessitait un tel accès vasculaire. 12 ont une échographie cardiaque pour rechercher une endocardite. 4 un scanner, 4 un PET scan, 2 des échodoppleurs de membre inférieur et un panoramique dentaire. Vous voyez, donc des examens qui sont non seulement coûteux, mais qui nécessitent le plus souvent une prise en charge en milieu hospitalier. Quand on regarde en termes de santé les conséquences observées sur ces 25 patients, vous voyez qu'on a eu un cas de spondylodistite, donc une infection de la colonne vertébrale, qui est une maladie grave, hein, puisqu'elle peut conduire à la paralysie. Une endocardite de la valve mitrale, qui est une maladie mortelle, régulièrement. Un séjour en réa de 11 jours. 6 décès, dont au moins un en lien direct avec l'infection, et les 5 autres, des éléments qui ont contribué au décès. Et puis 2 patients qui ont eu besoin d'un suivi en HAD après la sortie d'hospitalisation pour la poursuite du traitement
antibiotiques. Et quand on regarde, en faisant une étude comparative, le coût chez les patients qui développent une infection par rapport à ceux qui n'en développent pas dans mon hôpital, ben, vous voyez, on a à peu près un surcoût à l'époque qui était de 5 600 euros et qui, réévalué au coût 2024, se rapproche des 6 000 euros. Donc, ce coût est important et dans notre réflexion, il serait beaucoup mieux utilisé à apporter des technologies, à améliorer nos pratiques qui permettent de réduire les complications. Car si on réduit ces complications infectieuses, ou non infectieuses d'ailleurs, eh ben on va réduire le coût et donc on va pouvoir finalement améliorer notre pratique de soins tout en évitant d'augmenter le coût de prise en charge de nos malades. Et c'est pour cela qu'à partir d'une étude que nous avions réalisée dans le service et publiée dans le Lancet Infectious Disease il y a maintenant quelques années, une étude, on verra, qui comparait deux stratégies, une comparaison d'une stratégie antiseptique et de matériel sur la survenue de complications. On a voulu regarder si nos résultats, qui, vous verrez tout à l'heure, vont montrer un bénéfice sur un type de technologie, permettaient ou pas de faire des économies ou au contraire seraient coûteuses pour la collectivité. Alors, cette étude Clean 3, peut-être que tout le monde ne l'a pas lue, donc je me permets de vous faire un bref rappel. Globalement, donc, c'est une étude qui inclut 1000 patients. Les patients étaient randomisés en 4 groupes, selon l'antiseptique utilisé pour la préparation cutanée et le type de matériel utilisé comme accès vasculaire. Donc, les antiseptiques utilisés, c'était soit la bétadine alcoolique, soit la chlorhexidine alcoolique en applicateur. Et puis, le type de matériel utilisé, c'était soit un cathéter standard droit sécurisé avec un prolongateur et un robinet 3 voies pour administration de médicaments, soit un cathéter intégré avec un connecteur sans aiguille à déplacement positif, avec des capuchons désinfectants, et puis on utilisait des seringues pré-remplies de sérum physiologique pour faire un flush régulier. Alors, ce travail a montré, et c'était le travail principal, a montré que l'utilisation de la chlorhexidine, ici en bleu, permettait de réduire de façon très importante le risque de complications infectieuses. Ici, les complications infectieuses, c'était essentiellement la colonisation positive du cathéter ou l'infection locale. On n'avait pas d'infection bactériologique, ce qui est logique puisque, je vous rappelle, hein, c'est 0,2% le risque de complications. Donc, si on inclut 1000 patients, la probabilité d'avoir des patients est très, très faible. Et on a regardé quel était l'impact donc de la nécessité de remplacer le cathéter sur une complication. Ben, vous avez ici en bleu la stratégie innovante, en rouge la stratégie classique, conventionnelle. Ben, qu'est-ce que vous observez? Ben, vous voyez qu'avec la stratégie innovante, on réduit de façon très importante le risque de complications. Non seulement on le réduit, mais en plus on le décale dans le temps. Et donc on maintient plus longtemps en place un cathéter fonctionnel avec stratégie innovante. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais cette stratégie innovante, elle a un coût, et c'est vrai qu'elle est plus coûteuse à l'achat que la stratégie conventionnelle. Et donc, on a décidé de faire une étude coût-efficacité pour voir si effectivement, ramené au bénéfice de cette stratégie innovante, on était coût efficace ou pas. Alors, pour ce faire, on s'est associé à un professionnel d'études médico-économiques, l'équipe de Franck Monory, qui est basée au Mans, et on a réalisé cette étude qui a été publiée, comme vous voyez ici, dans PLOS ONE, un journal qui est en libre accès. Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, car j'en serais bien incapable de tout vous expliquer. C'est une approche assez sophistiquée, qui est l'approche qui est recommandée par l'HAS, où on utilise en fait un modèle dit semi-markovien non homogène sur un espace 14 jours, et dans lequel en fait un modèle mathématique va en fait décrire de façon mathématique tous les états possibles du cathéter et du patient, et en fonction des données observées dans le ClinKey 3, en fait, va créer des malades imaginaires, des milliers de malades imaginaires, et ça va permettre en fait, de créer des patients comme si on avait une très très grosse bande Clean 3, et à partir de là, on va pouvoir regarder quel est l'impact économique de chaque stratégie et pouvoir comparer si elles sont identiques ou s'il y en a une qui est moins coûteuse que l'autre. Alors pour cela, en fait, on a pris le coût de la pose, du remplacement et de le retrait d'un cathéter. On a rajouté le coût d'utilisation par jour d'utilisation du cathéter, à l'exclusion bien sûr du coût des traitements administrés.
le coût des complications, et puis enfin, on a pris le coût unitaire du matériel utilisé et du temps de travail infirmier. Et notre critère médico-économique était le coût moyen par patient, pour lequel un retrait non programmé du cathéter pour complications a été évité selon chaque stratégie. Nous avons fait trois scénarios. Le premier, c'est, on va dire, le scénario qu'on appelle de base, c'est-à-dire on a inclus et on a simulé tous les cathéters de la base Clean 3. Ensuite, on a éliminé les cathéters qui sont restés moins de 24 heures, parce que vous savez que les cathéters qui restent moins de 24 heures, souvent sont des cathéters qui sont mis pour une imagerie ou un geste de courte durée, et pour lequel on s'est dit que probablement que le bundle et le coût du bundle ne serait pas bénéfique et donc ne serait pas intéressant à utiliser. Et puis enfin, on a fait un troisième scénario où en fait on a éliminé le coût du traitement des complications. Pourquoi? Parce que en fait, le coût de traitement des complications n'est pas standardisé entre les hôpitaux et je ne voulais pas que certains me disent oui, mais tu as observé des résultats, mais ils ne sont pas applicables chez moi parce que chez moi, on ne traite pas les complications de la même manière. Donc voilà le résultat de notre étude médico-économique. Donc vous avez la première colonne, c'est le coût pour l'approche standard. La colonne du milieu, c'est l'approche innovante. Et la dernière colonne, c'est la réduction relative lorsqu'elle existe. Qu'est-ce que vous observez? Vous voyez que dans le scénario de base, donc tous les cathéters de Clean 3, on a un coût qui est abaissé avec la stratégie innovante. Donc non seulement on est plus efficace, mais en plus on fait des économies. Hein, et vous voyez que les intervalles de confiance qui sont entre parenthèses ne se croisent pas, donc la différence est vraiment significative. Donc, et c'est quand même assez rare, hein, car vous savez que dans les études médico-économiques, en général, on cherche à observer l'absence de surcoût, mais on a rarement un bénéfice en termes de réduction des coûts. Vous voyez qu'ici, dans notre étude, on a montré que non seulement on était plus efficace, mais on coûte moins cher. Le résultat, il est similaire si on enlève tous les cathéters qui restent en place moins de 24 heures. Et enfin, on a également la même chose lorsqu'on enlève les surcoûts liés au traitement des complications. Et vous voyez qu'à chaque fois, la réduction relative, elle est à peu près du même ordre, hein, de l'ordre d'à peu près de 30%. Donc, pour conclure et pour se laisser un petit peu de temps pour la discussion, j'espère vous avoir convaincu de plusieurs choses. D'abord, bon, rappelez que les complications liées au cathéter vélopérique, elles sont fréquentes et coûteuses. Et ça, je crois que c'est vraiment une prise en compte par les soignants, par les professionnels de santé récente. Que ces complications, elles peuvent être partiellement prévenues par l'utilisation d'un ensemble de mesures qu'on appelle les bundles, tels que celui qu'on a pu utiliser dans notre étude KIN 3. Et puis, la bonne nouvelle de l'étude médico-économique, c'est que bien plus cher à l'achat, finalement, l'implantation de ce bundle permet de générer des économies substantielles qui pourraient être réinjectées dans d'autres domaines, comme la formation des professionnels, par exemple. Je vous remercie de votre attention et puis je suis bien sûr à votre écoute pour toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup, professeur Mimose. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. J'ai mis un petit message directement dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, je voudrais juste rappeler à tous les participants que cette session est enregistrée et qu'elle est mise à disposition sur YouTube, donc vous pourrez la réécouter quand vous le souhaiterez. Et vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction sur le webinaire, sur le symposium, 5 minutes avant la fin de celui-ci. Donc, on vous remercie d'y participer. Je vais commencer à vous poser une première question, professeur Mimose, en attendant que d'autres questions arrivent. Donc, ces études que vous avez présentées sont extrêmement intéressantes et prouvent que l'utilisation de dispositifs médicaux et de bonnes techniques de désinfection adaptées permettent de limiter des complications. Euh, L'approche innovante que vous avez utilisée dans la dernière étude nécessite plus de dispositifs médicaux euh, que dans la pratique, j'imagine, habituelle. Ça a dû forcément modifier les pratiques des infirmières et j'aurais voulu savoir si ces changements ont été déjà, bien accueillis par les infirmiers et s'il y avait eu des formations au début et au cours de l'utilisation de ces dispositifs pour les infirmières.
Alors, ça, c'est vraiment un point clé. Et je crois que les personnes qui nous écoutent doivent vraiment bien entendre cela, car c'est vraiment le gage de succès. Changer les pratiques, vous savez que c'est toujours difficile dans les services parce que les gens sont habitués à travailler d'une certaine façon et quand on arrive avec une nouvelle technologie, il faut ils se l'approprient. Il faut aussi qu'on forme bien les équipes. Et il est vrai que pour cette étude Clean 3, nous avons mis beaucoup d'énergie, et je remercie d'ailleurs les laboratoires BD qui nous avaient également aidés dans cette démarche-là, car il a fallu qu'on forme les équipes au maniement du nouveau matériel pour que celui-ci soit utilisé le mieux possible, pour qu'il en tire, je dirais, toute la quintessence, tout le bénéfice. Donc, et aujourd'hui, on a beaucoup de littérature, enfin, on commence à avoir la littérature, pardon, sur le sujet. Beaucoup, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on a la littérature qui montre clairement que, en formant bien les professionnels, certes, ça a un coût, mais en formant bien les professionnels, on réduit les complications parce que les dispositifs sont mieux utilisés et par ce biais-là, donc on a finalement un retour sur investissement de notre formation. Donc oui, ça marche, mais ça marche si et seulement si les équipes sont bien formées. Alors ensuite, clairement, le retour il n'est que positif. Alors pourquoi il est positif? Parce que vous allez avoir du dispositif qui est prêt à l'emploi. Que ce soit pour l'antisepsie, que ce soit pour le cathéter, lorsque vous avez quelque chose qui est déjà prêt à l'emploi, l'infirmière va gagner du temps dans son travail, elle va pouvoir plus se consacrer à son malade et à son soin qu'à préparer celui-ci. Et clairement, moi, tous les retours que j'ai, quelle que soit l'étude d'ailleurs que j'ai menée, hein, dès lors qu'on simplifie leur approche, qu'on leur donne des choses qui sont prêtes à l'emploi, eh ben, elles en sont tous convaincues de l'intérêt parce que elles voient bien qu'elles vont gagner du temps, quoi. D'accord, très bien. Et régulièrement, vous assurez que les dispositifs sont bien correctement utilisés et qu'il n'y ait pas de dérive. Et alors, c'est vrai qu'après, bien sûr, toute la difficulté, c'est qu'une fois que l'étude est terminée, de notre point de vue, on est beaucoup moins présent dans les services puisque, je dirais, notre place n'est plus souhaitée, en tout cas dans le cadre de l'étude. Nous, en tout cas, au niveau de Poitiers, je sais qu'on a une équipe, notamment de pharmaciens, qui est très investie là-dedans, mais également l'équipe d'hygiène, pour essayer de rester parce que vous savez que on a un turnover dans les services infirmiers qui est énorme, hein, et c'est ce qui s'est d'ailleurs beaucoup acutisé ces dernières années. On a un très très gros turnover d'infirmières qui viennent à l'hôpital mais restent pas longtemps, repartent après en ville, parfois même changent de métier. Il faut les former. C'est un gros travail, je l'accorde, mais vraiment, et on est en phase avec la littérature, hein. Quand ce travail est bien réalisé, il y a un vrai retour sur investissement en termes de réduction de complications, quoi. Très bien. Il y a une question dans le fil de discussion. Est-ce que dans le cadre de l'étude, pour les anciens dispositifs que vous aviez avant la mise en place de l'étude, est-ce qu'il y avait eu également, avant le début de l'étude, je suppose, une remise à niveau sur les utilisations et pour être sûr que ceux-ci soient bien utilisés et que ce n'ait pas eu d'impact sur les résultats? Oui, oui, oui. Alors, bien sûr que c'était le cas. Je dirais qu'à la limite, nos difficultés, elles étaient presque avec le nouveau dispositif qu'avec l'ancien. Pourquoi? Ben parce que ben dans l'ancien dispositif, en fait, on a un système où on perfuse en général l'accès vasculaire en continu parce que la crainte du soignant, c'est que ça se bouche. Et les gens ont très très peur, notamment d'ailleurs du côté médical, hein, je parle des internes, toujours peur que s'il n'y a pas la fameuse garde-veine en place, on perd le dispositif. Et bien sûr on avait remis à niveau les infirmières sur l'ancienne technologie, mais je vous dis, on a eu plus de dérives. En tout cas, on a observé plus de dérives avec la nouvelle technologie parce que les internes en particulier avaient du mal à ne pas perfuser lorsque ce n'était pas nécessaire. Le nouveau dispositif qui, grâce à la valve positive, permet d'obstruer l'accès vasculaire sans qu'il y ait une perfusion continue et en toute sécurité. Et on a eu régulièrement des internes qui repassaient derrière nous. Voilà. Donc nous, en fait, dans ce protocole, on est vraiment passé tous les jours au minimum une fois, y compris le week-end, hein, ce qui a été quand même assez chronophage, hein, on a fait mettre une organisation particulière. Donc pour vérifier que tout était bien respecté, pour que le protocole était bien suivi, que les équipes qui étaient présentes n'avaient pas de questions à nous poser, tout était bien clair dans leur tête, qu'elles n'oublient pas d'envoyer le cathéter en culture quand celui-ci serait plus utile. Bref, donc on a été très très présent, mais malheureusement, c'est vrai qu'en dehors de l'étude,
notre présence s'est arrêtée et le relais a été pris par nos pharmaciens et puis par l'équipe d'hygiène. Merci beaucoup pour vos réponses. J'aurais une autre question à vous poser. On voit qu'il y a quand même une différence significative entre les deux types de désinfectants, pardon, sur la réduction du risque de colonisation et d'infection locale. Comment est-ce que vous expliquez cette différence significative? Alors, il est vrai avec les antiseptiques dans le domaine des accès vasculaires, j'ai eu la chance de conduire un certain nombre d'études qu'on appelle CLEAN. Là, vous avez montré CLEAN 3. CLEAN 1 était une étude réalisée en réanimation auprès de cathéters artériels et veineux centraux. Et on avait montré à l'époque, une étude multicentrique française, 10 centres, que l'utilisation de la chlorhydrine alcoolique permettait de réduire de façon significative toutes les infections, que ce soit bien sûr la colonisation, mais aussi l'infection bactériémique grâce à l'utilisation de la chlorhydrine. Alors, c'est toujours effectivement un sujet qui a beaucoup fait débat parce que avant ces séries clean, vous saviez qu'en France, il y avait pas de recommandation sur le choix d'antiseptiques. On disait qu'il fallait un antiseptique en base alcoolique, mais sans recommander l'un par rapport à l'autre. Alors qu'au niveau international, il y avait quand même un certain nombre de pays qui étaient très pro chlorhexidine alcoolique. Alors comment je l'explique clairement? Ben, pour moi, c'est la durée d'efficacité de la chlorhexidine, dont on sait qu'elle est beaucoup plus prolongée que la povidone iodée, qui explique ces résultats, parce que euh, toutes les études, on va dire, qui ont été bien menées dans le domaine des accès vasculaires et qui ont comparé les deux gammes de produits, en général, ont montré une supériorité de la chlorhexidine sur la prévention du risque de complications infectieuses, qu'elle soit juste cathéter positif en culture ou une vraie infection, infection locale, infection bactériémique. Donc c'est vraiment la durée d'action plus prolongée de la chlorhexidine, dont on sait que la rémanence est très très longue, qui pour moi explique la différence, alors que le cathéter, lui, qui est en place, maintient toujours un trou et donc une possibilité pour les bactéries de rentrer dans l'organisme. D'où l'importance d'avoir toujours des antibiotiques présents sur la peau pour que la zone reste stérile le plus longtemps possible. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, j'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que l'utilisation de ces dispositifs et ces techniques de désinfection de la peau, de préparation cutanée, avant la mise en place du cathéter veineux périphérique, a généré d'autres problématiques? Je pense notamment à une mauvaise utilisation des dispositifs, à une dérive, vous en avez déjà parlé un petit peu au début, ou alors à des allergies. Alors non, je dirais que les dérives, elles existent, on les connaît. Les dérives, elles existent depuis longtemps, depuis qu'on utilise des cathéters périphériques. On sait que globalement, sur les cathéters que l'on pose, on n'est pas loin d'un cathéter sur deux qui sert à rien. Urgences. C'est les données qu'on observe et c'est d'ailleurs un sujet qu'on travaille au niveau international, c'est d'essayer de proposer des critères de choix. Après, je crois que il y a aussi des données sur le risque de complications. Alors oui, il peut y avoir des complications. Alors sur le matériel, c'est exceptionnel. Sur les antiseptiques, ça existe. Après, c'est relativement rare. La povidone iodée est plutôt bien tolérée dès lors que on n'a pas à faire des tout petits. Chez les tout petits, il y a un risque avec la fonction thyroïdienne et l'iode. Avec la chlorhexidine, on a beaucoup soulevé le risque potentiel d'allergie. Quand on fait la littérature sur le domaine, il n'y a quasiment pas d'études sur le domaine de la chlorhexidine, elle est utilisée depuis 54. Vous voyez, on est à 70, plus de 70 ans d'utilisation et d'études rapportées de chlorhexidine. Si on fait de la littérature aujourd'hui, il y a moins de 200 cas rapportés en littérature. Donc autant dire que c'est peanuts. Donc oui, ça existe, il faut le savoir, mais ça reste quand même une complication très très rare qui, à mon avis, ne doit pas interférer sur le choix d'antiseptique, car le bénéfice en termes de réduction des complications infectieuses, dont on a vu qu'elles pouvaient être mortelles quand même, non seulement elles coûtent cher, mais en plus elles tuent, était largement supérieur au petit risque allergique de son utilisation. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup, professeur Mimos, pour votre présentation et ces échanges. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous, ça va tous nous servir et enrichir notre quotidien. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Montange pour sa présentation.
Alors, hop, si je mets la vidéo et le son, c'est beaucoup mieux, comme à chaque présentation. Et vous me dites, mais normalement, ça devrait être... C'est bon. C'est bon, et ben c'est impeccable. Alors, du coup, je vois pas le bon écran au bon moment, mais c'est pas bien grave. Euh, Pas facile hein, de prendre la suite du professeur Mimose. Je remercie pour ses études d'ailleurs qu'on avait par ailleurs consulté en effet Clean 1 et Clean 2, on s'en souvient. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager ce projet qui a été un projet qu'on a mené aux Hospices civils de Lyon, qui a été un projet assez conséquent et long et qui est encore en cours, on va le voir. Et le but, voilà, c'est vraiment de partager les réflexions qu'on a eues tous ensemble et puis le démarrage de ce déploiement. Donc, tout d'abord, voilà. Tout d'abord, de quoi on parle quand là vraiment, on va se concentrer sur les seringues pré-remplies de NaCl. Quand on parle des rinçures des voies veineuses périphériques et centrales, en fait, qu'est-ce que c'est la rinçure? Ben, pour une infirmière, dans une unité de soins, un infirmier, une infirmière, c'est en effet un acte qui est extrêmement fréquent. Et du coup souvent banalisé et qui du coup entraîne des pratiques à risque parce que ce qu'on veut faire quand on a beaucoup de seringues de rinçure à préparer dans une journée, ben, on cherche à gagner du temps, on cherche à rentabiliser ces actions. Donc, on va se mettre à préparer, on va dire, à la chaîne. On a tendance à moins le considérer comme une injection à risque. On va presque, du coup, ne pas la considérer comme une injection, du coup, en effet, médicamenteuse, plutôt comme quelque chose d'annexe. Donc, potentiellement, on a ces pratiques déviantes qui se mettent en place. On en parlera un petit peu plus après. C'est une pratique qui concerne la totalité des services, pas forcément que les services de soins intensifs, de réanimation. À partir du moment où on a une voie veineuse centrale, la rinçure fait partie du quotidien, voie veineuse centrale, voie veineuse périphérique. Donc, c'est vraiment implanté de partout. Historiquement, les seringues pré-remplies aux Hospices civils de Lyon, ça a été, alors moi pour vous dire, quand dans mon passé d'infirmière en hématologie, c'est déjà quelque chose qu'on souhaitait. On a eu cette chance-là qu'il y ait une mise en place très restreinte des seringues pré-remplies, vraiment restreinte à des services spécifiques typiques l'hématologie, lymphoïde et myéloïde. Les années ont passé, les services étaient de plus en plus demandeurs. Je suis arrivée à la direction centrale des soins avec aussi une vraie réflexion grâce à la Comédims d'arbitrer, puisque de plus en plus nos pharmaciens DM avaient des demandes des unités de soins de faire référencer ces seringues pour leur service, avec des arguments assez légitimes, mais il fallait un arbitrage plus institutionnel. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un service A avec des seringues pré-remplies, et puis le service d'à côté qui, lui, n'en avait pas, parce que justement, cette pratique, elle est vraiment sur toutes les unités de soins. Donc, ce projet a démarré comme ça. Ce qu'on attend avec les seringues pré-remplies, alors il y a beaucoup de choses, hein, on va le voir, on va essayer de les explorer, mais l'utilisation de la seringue pré-remplie, pour nous, ça a vraiment été une opportunité de consolider les bonnes pratiques. Bien évidemment, on parlait des délais de reconstitution. En effet, c'est-à-dire parfois les rinçures étaient manuellement préparées par un infirmier pour l'utilisation par un autre infirmier, puisqu'elles étaient préparées à la chaîne. On les préparait parfois à l'arrivée à son poste tout de suite après la relève pour une utilisation, et bien finalement sur son tour de 14 heures, par exemple. Donc voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir agir sur la diminution du risque infectieux. Et je remercie beaucoup le professeur Mimos pour son intervention précédente, qui redit aussi toute l'importance, en effet, de ce rinçage correct. Bien évidemment, l'identification de ces seringues, quand elles étaient préparées manuellement, elles n'étaient bien sûr pas étiquetées selon ce qu'on attend. Parfois, il y avait un R pour rinçure. En tout cas, c'était la pratique chez nous. Malheureusement, parfois, il n'y avait rien du tout. Donc, ces seringues pré-remplies qui étaient du coup étiquetées correctement, c'était aussi une solution pour ça. C'était essentiel aussi d'avoir une action sur la qualité de vie au travail des professionnels et avec du coup un réel renforcement du sentiment de sécurité au quotidien dans sa journée en utilisant ce type de dispositif. Certains CH, certaines cliniques l'avaient déjà déployé, donc on avait aussi des agents qui nous disaient, enfin, c'est disponible ailleurs, pourquoi pas ici? Certes, mais il fallait qu'on prenne une décision vraiment réfléchie et bien travaillée. On avait aussi en tête la diminution
des déchets, quand même un petit peu, puisque du coup, quand on compare une préparation d'une rinçure standard versus la seringue pré-remplie, le volume des déchets change. Mais on a surtout des pratiques où finalement les rinçures étaient préparées à la chaîne. On ne savait pas trop combien on en avait besoin, donc on arrivait, l'infirmier en préparait une quarantaine, puis à la fin de la journée, on en jetait 20. Heureusement, ce n'était pas une pratique qui était dans tous les services, mais on l'a vu. C'est quelque chose qu'on a pu constater. Et c'est vrai que la seringue pré-remplie permet justement de diminuer ce gaspillage. La satisfaction, bien évidemment, le professeur Mimose en a parlé, plus de mobilité pour un patient. On lutte contre, on va dire, les garde-veines posées déjà de manière sans prescription. Et puis, même s'il y a prescription, d'essayer justement d'aller vers la diminution de ces garde-veines quand ils ne sont pas indiqués. Tout ça a bien évidemment un coût, donc il fallait arriver à voir ce qu'on pouvait compenser. Tout d'abord, dans les gains financiers directs, c'était réellement un travail de fond sur l'harmonisation des matériels disponibles, puisque on pouvait préparer une seringue selon, on va dire, les règles de l'art, en théorie, avec ce qu'on a vu, une seringue, un trocar, une compresse, un sérum-fi. Et puis, il y avait du coup, on va dire, un détournement de certains matériels coûteux, type, j'ai pas le nom sans vous citer la marque, donc ça va me revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. C'est une sorte de perforateur, en fait, pour les perfuseurs, et comme ça, on met les seringues à la chaîne et on prépare ces rinçures de cette manière-là. Et bien évidemment, la diminution des consommations, des solutés, des perfuseurs, si on diminue les garde-veines. De manière un petit peu plus indirecte, et ça a été en effet très intéressant de se pencher sur ce problème-là. Il y avait du coup, via la diminution des obstructions, si on a un meilleur rinçage, on a du coup moins d'obstruction des voies veineuses périphériques et centrales. Pour les PICC lines, on s'est rapproché de nos unités d'accès vasculaire qui ont estimé du coup à peu près à 4% le nombre de reposes de PICC lines qui avaient lieu dans leur service suite à des PICC lines obstrués dans le service. Alors, au démarrage, on avait un pourcentage un petit peu plus élevé. À chaque fois, on a choisi volontairement, pour être plutôt, on va dire, plus que transparent, le pourcentage le plus bas et entre guillemets le plus péjoratif. Donc, on a pris en effet à 4% de poses de PICC line potentiellement libérées. Et puis, au niveau des reposes de voies veineuses périphériques, c'était également très significatif au niveau économique. Et en termes de temps infirmier, relativement énorme, puisque du coup, on s'est mis à peu près 20 minutes de temps infirmier par voie veineuse périphérique reposée, si vous comptez la totalité. Je constate que la voie veineuse est bouchée, j'essaye de la déboucher. Finalement, je m'aperçois qu'il faut quand même reposer le cathlon. Je vais quand même voir le médecin pour m'assurer qu'il faut bien le liver. Je prépare tout mon matériel, je repose, etc., etc. Et bien évidemment, les diminutions du risque infectieux, qu'on a eu pour le coup, nous, un petit peu plus du mal à objectiver. On a regardé un petit peu le PMSI, mais c'est vrai que ça a été une partie un petit peu plus complexe de notre point de vue. Si on mettait tout ça, on va dire, dans un grand sac, c'est évident que de toute manière, le gain pour le patient, le gain pour les professionnels était très important et que nous, on souhaitait réellement que ce déploiement des seringues pré-remplies puisse avoir lieu pour l'ensemble des unités de soins des hospiciers de Lyon, médecine comme chirurgie, comme soins critiques, auprès de tous les professionnels. L'argument majeur qui a été vraiment notre levier, c'est le gain de temps pour les soignants. Donc, si on compare une préparation purement manuelle à une seringue pré-remplie, la seringue pré-remplie, on l'a en 1 seconde. La préparation manuelle, elle est très variable, comme je vous disais. Soit on fait vraiment une préparation, on va dire, dans les règles de l'art. Je sors mon trocard, ma seringue, ma pipette de sérum-fi, ma compresse, je me suis mis du chat avant, bien évidemment, etc., etc. J'identifie ma seringue. À une préparation, on va dire, manuelle, mais qui va rester plus soit à la chaîne, soit en effet carrément sur des pratiques qui ne sont pas validées, notamment au niveau hygiène et au niveau sécurité. Donc, on est quand même sur un delta de 22 à 58 secondes, ce qui est quand même conséquent. Quand je multiplier ça, on a fait une expérimentation sur un pôle. Au final, en fait, on a un gain de temps qui est quand même relativement énorme, puisque, par exemple, sur le mois de juin 2023, on a estimé que le gain de temps infirmier, il était, entre guillemets, de 1500 à 4200 heures, ce qui est loin d'être négligeable. Regarde des problématiques qu'on a actuellement. C'est un temps, bien évidemment, en soi qui n'est pas gagné financièrement, mais c'est un temps qu'on va pouvoir réemployer pour que le professionnel soit vraiment sur son cœur de métier. Ça nous tenait vraiment à cœur.
déployer ce type de DM sur les hospices civils de Lyon, c'est quand même assez énorme. Ça a pris du temps. On avait besoin de ce temps aussi. C'était nécessaire pour consolider nos arguments. On a pu, en effet, on a été accompagné par la Comédims, qui a vraiment été un acteur phare de ce projet, qui a pu nous aider pour l'étude des projections des consommations. On a eu heureusement, et ça c'était évident, une collaboration très forte avec nos unités d'hygiène hospitalière qui étaient particulièrement concernées. On a pu également faire un benchmark assez important, et je remercie certains d'entre vous probablement qui nous ont eu au téléphone pour savoir si voilà, vous aviez déployé les soins pré-remplis, si oui, comment, sinon pourquoi, etc. Ça a pu alimenter notre réflexion. On a fini par proposer un plan de déploiement gradué, c'est-à-dire qu'on a souhaité déployer de manière très locale, avec le soutien de notre direction générale, un pôle avec plusieurs unités de médecine, pour vraiment regarder sur plusieurs mois l'évolution des consommations, pour pouvoir ensuite avoir un vrai plan de déploiement tout HCL. Donc, en effet, depuis mars 2024, ce projet a été complètement validé au niveau HCL et on est en plein déploiement. On a déjà déployé 2 groupements hospitaliers et on continue. Alors, comment on a fait ce déploiement pilote pour justement avoir le plus possible d'informations qui pourraient être utiles? On a bien évidemment fait des focus groups, c'est-à-dire qu'on a pris des infirmiers et des infirmières qui exerçaient dans ces unités, des unités qui, soit pour l'hématologie, avaient déjà ces seringues pré-remplies, soit des professionnels qui ne les avaient pas du tout. On a animé ces groupes pour vraiment en tirer de leur point de vue, de leur ressenti, quels étaient les points majeurs pour ce déploiement de seringues pré-remplies. C'était le gain de temps, bien évidemment, qui a été mis en avant. Le travail bien fait, c'était important. La sécurité renforcée, en effet, et l'étiquetage conforme, ça c'était très important. La diminution du gaspillage est arrivée assez rapidement, particulièrement dans les unités qui les préparaient en masse et en avance, bien évidemment. Charge mentale diminuée, ça c'était quelque chose qui avait été noté. Et dans les inquiétudes, les points négatifs, le seul qui a été mentionné, c'était en fait l'appréhension du retour en arrière, s'il y avait une rupture d'approvisionnement. Donc ça, c'était bien évidemment très intéressant et très significatif. Ça nous a permis beaucoup d'échanger avec les professionnels. Quand on a fait le déploiement, on a pu, de la même manière que le focus group, qui était vraiment avant et pendant le déploiement, faire un questionnaire, on va dire, un petit peu plus à distance que les professionnels ont rempli. Ça nous a permis d'évoquer, de mesurer la qualité des soins ressentis et les conditions de vie au travail. Donc, bien évidemment, avec une satisfaction globale qui est très, très significative. Une modification des pratiques, en tout cas déclarée par les professionnels, même s'il y avait des infirmières et des infirmiers qui utilisaient déjà ces seringues dans certains services. Et puis, pareil, des items les plus emblématiques étaient vraiment, on va dire, le fait d'être en cohérence avec les recommandations. Donc, en effet, on était en capacité d'appliquer ces recommandations, les règles d'hygiène respectées, bien évidemment, toujours le temps et la sécurité qui sont évoqués. On a fait un petit questionnaire en disant finalement ce choix de notre institution de déployer ces seringues pré-remplies, comment vous le percevez? Bien évidemment, très, très, très positivement, forcément, tant attendu. Alors, c'est vrai que c'est des professionnels qui parfois avaient été dans des services, soit du pool, soit de nuit, et qui avaient pu les expérimenter dans les services déployés et qui les réclamaient fortement une fois arrivés dans leur service. Alors ça, c'était en effet le ressenti, c'était la théorie. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans les pratiques. Ça nous a semblé essentiel d'objectiver l'évolution des pratiques. Donc ça, on a l'équipe d'hygiène hospitalière qui nous a construit un questionnaire avec, on en verra quelques-unes en exemple, une sorte de quiz. Et puis, c'est l'équipe de BD que je remercie d'ailleurs fortement, qui est auprès de nos agents et qui, du coup, a fait des ateliers dans chacun des services déployés. Et en effet, on a un questionnaire avant, bien évidemment, avant l'atelier de formation. On a le déploiement qui est mis en place et ensuite, bien évidemment, une deuxième vague de questionnaires pour évaluer le différentiel.
Ce qu'on a pu du coup, je vous ai mis juste un peu des petits exemples. Sur ces 23 questions, sur le rinçage impulsé, on peut quand même noter une vraie évolution des bonnes réponses pendant le déploiement et après le déploiement. Donc ça, c'était vraiment très significatif également. Et puis, pareil, sur, par exemple, des détails sur les seringues droites ou du airlock, peu importe, en fait, on redonnait des notions, voir si elles étaient en vrai faux. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant de sensibiliser les professionnels sur ces différents points. Au niveau consommation de matériel, j'essaye d'aller un petit peu vite, mais vous n'hésiterez pas à me poser des questions sur les sujets que je passe rapidement. Bien évidemment, le cœur quand même de cette discussion, c'était bien évidemment l'évaluation médico-économique. Alors si on était très honnête, si on était, on va dire, très théorique, finalement, on n'a qu'à comparer la rinçure préparée manuellement selon les règles de l'art, combien ça coûte, et la seringue pré-remplie. Et là, en effet, forcément, le différentiel, il est, voilà, je vous l'ai mis, il est environ de 4 centimes. Mais ça, c'est la préparation théorique. Dans la préparation, dans la vraie vie, on l'a vu, malheureusement, ces seringues, ces rinçures ne sont pas forcément préparées exactement de cette manière-là, parce qu'il faut gagner du temps, parce que voilà, c'est du coup des gestes les plus simples, entre guillemets, qui vont être impactés. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans certains services, la pratique de la rinçure elle-même n'était pas forcément complètement intégrée. En effet, probablement, on avait des obstructions de voies veineuses qui auraient pu être évitées, en effet, du fait de la pratique de la rinçure qui n'était pas, on va dire, complètement intégrée. Donc, on a pu regarder ce périmètre pilote qu'on a déployé. On a du coup regardé l'évolution des consommations avec une moyenne de 3 mois. Donc, on va dire un écart, là, vous avez les écarts mensuels en consommation. Et donc, on voit nettement, bien évidemment, une augmentation une consommation des soins pré-remplis, forcément, et bien une diminution de tous les items qui sont concernés lors des préparations manuelles. Et ça a pu nous aider à faire une projection qui est quand même beaucoup plus juste et beaucoup plus proche, finalement, de la réalité et non pas purement théorique. Donc, ramener, du coup, qu'on a pu ramener à un coût par lit par mois, puis après annuellement. Donc voilà, ça c'était, on a fait énormément de scénarios différents, de projections, et c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a constaté, notamment dans ce déploiement. En termes de synthèse, c'est vous dire que ce déploiement, ça a été un partenariat très fort, bien évidemment, Direction centrale des soins. On a été soutenu par notre direction générale qui a soutenu ce projet. La commission, la Comédims, bien évidemment, nous a aidés justement pour faire ces projections, pour construire ce déploiement avec les unités d'hygiène hospitalière, bien évidemment. On avait vraiment comme objectif d'améliorer la sécurité du soin, la qualité du soin, bien évidemment, de revenir sur certaines pratiques qui n'étaient pas acceptables et qu'on ne pouvait pas cautionner. Donc, ça nous a permis, en effet, de repasser auprès de ces services-là, d'améliorer la conservation des voies d'abord, de gagner du temps soignant, ça on l'a vu bien évidemment, de diminuer le gaspillage, avec un fort effet quand même satisfaction paramédicaux et satisfaction patient sur le versant mobilité et moins de repose de voies veineuses. Le déploiement actuellement, comment il se passe? Il est donc sur 13 établissements, hein, donc 13 établissements à déployer. On va dire c'est quand même assez conséquent, donc on est obligé de l'étendre un petit peu sur le temps. On a en fait un copil central dont je fais partie avec un pharmacien de notre pharmacie centrale et un préparateur en pharmacie, que je remercie fortement parce que du coup, c'est vraiment, on va dire, notre équipe socle et qui nous permet en fait à chaque déploiement d'un établissement de nous mettre en contact avec localement le pharmacien DM, l'équipe d'unité d'hygiène hospitalière et dans un deuxième temps avec l'équipe de BD, bien évidemment. Et le but, c'est d'organiser ce déploiement.
Ce déploiement, on s'est dit, ben super, on déploie les seringues pré-remplies, mais en fait, on s'est rajouté quelque chose parce qu'on s'est dit, quitte à mettre les moyens, quitte à mettre vraiment des professionnels auprès des professionnels de BD auprès de nos professionnels, eh bien, autant en profiter pour revoir certaines dotations. Et notamment, on s'est donné la tâche supplémentaire, on va dire, de faire un petit peu de ménage et de mise à jour dans l'utilisation des prolongateurs. Donc, ça nous a permis de voir, on avait des pratiques assez différentes suivant les établissements, plutôt culturellement en fait, avec des établissements qui ont des orientations et des filières un petit peu spécifiques. Notre objectif, c'était vraiment d'optimiser les dotations de ces prolongateurs, de remettre voilà, le bon prolongateur pour le bon patient, et non pas 12 prolongateurs en dotation dans le service, et puis finalement je viens piocher celui qui me convient, et puis au bout d'un moment, bah, j'oublie que celui-là, il est pour les chimios, par exemple, celui-là, il est pour en standard, et puis finalement, je vais prendre celui qui me plaît le plus. Parfois, c'est le plus cher, c'est celui qui est peut-être pas forcément adapté pour le patient. Donc, on en profite pour refaire un tri quand même qui est très important lors du déploiement de ces prolongateurs. Et puis, bien évidemment, toujours dans l'optique d'améliorer les pratiques. Ça, et c'est vraiment fondamentalement le plus important. Le déploiement de ce dispositif, on va dire, nous permet réellement de mettre, on va dire, les bouchées doubles sur un accompagnement en changement de pratique, une remise à niveau pour certains professionnels. Voilà, ça, c'était vraiment essentiel. Le quiz avant et après l'atelier de formation, c'est vraiment un élément très, très important d'évaluation. Ça nous permet du coup, on commence à les analyser. On a déjà 2 groupements là qui sont déployés sur 5. Ça nous permet du coup, bien évidemment, un suivi local et puis de plus en plus de la spécialité, du pôle, de l'établissement, du groupement et au niveau HCL. Ça nous permet surtout de déterminer finalement là où on a encore des marges de progrès à faire. Là où du coup on s'est bien amélioré et là du coup quelles sont les actions à venir qu'on va pouvoir se donner. Ça nous permet assez rapidement d'identifier les points sur lesquels on doit être vigilant. Maintenant, à court terme, à moyen terme, mais également à long terme, proposer des actions locales. Et ça, on le fait vraiment avec les unités des groupements et l'encadrement aussi très, très local. On a un objectif qui est quand même on va dire, audacieux en termes de formation de professionnels, puisqu'on souhaite à peu près, on va dire, atteindre 80% de professionnels, et on les atteint. Et merci Céline qui est présente, merci aux autres également. Mais voilà, ça c'est vraiment, sans oublier les équipes de nuit qui sont également bien évidemment concernées. Très rapidement, quelques outils pour vous montrer ce sur quoi on s'appuie. On a bien évidemment permis à tous les professionnels d'avoir un récapitulatif sur le rinçage pulsé. Vous avez le quiz et puis on a du coup édité. En effet, hop, j'enlève la petite fenêtre qui s'est mise. On a pu du coup éditer les recommandations sur les prolongateurs. Voilà, c'est un travail, on va dire, qui est vraiment assez large et qui se prolonge. En conclusion, finalement, ce déploiement, c'est un vrai engagement. Vous avez vu, c'est un projet qui est quand même long, hein, ça fait plusieurs années, pour nos patients, pour nos professionnels. Une forte collaboration, on l'a vu, c'est évidemment un projet qui est très bien accueilli par les équipes, parce qu'on met en avant vraiment le gain au niveau sécurité, le gain de temps évidemment, la qualité des soins pour nos patients. C'est un engagement également de notre part qui est fort, parce que du coup, c'est des suivis de consommation qu'on va faire régulièrement à tous les niveaux, et également un suivi des pratiques qu'on va faire avec nos unités d'hygiène hospitalière. Je vous remercie beaucoup. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Pas facile. Et je suis à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Madame Montange, pour votre présentation. Et c'est vrai que les seringues pré-remplies sont une véritable question à l'hôpital. Et en tant que pharmacien, on est de plus en plus sollicité par nos cliniciens pour des demandes de référencement. Alors, il y a une première question sur le fil de discussion. Et c'est donc de vous demander si vous avez constaté des utilisations hors rinçage des cathéters pour ces seringues pré-remplies. Car c'est ce qui se passe chez la personne et c'est très difficile à faire respecter. Alors, tout à fait. Alors, c'est quelque chose d'emblée qu'on a eu en tête, en fait. C'est-à-dire que
très honnêtement, déployer ces seringues pré-remplies au niveau de 13 établissements, on n'avait pas bien envie qu'on ait des consommations en plus qui doublent ou triplent parce que tout simplement, on va utiliser la seringue pré-remplie pour préparer l'antibiotique, pour diluer le solumidrol, etc., etc. Donc, ça, d'emblée, ça a fait partie des messages très forts qu'on a demandé aux équipes lors des formations, des ateliers, de passer à ces 80% de professionnels euh, euh, qui ont été formées, qu'elles sont exclusivement réservées au rinçage. On surveille du coup l'évolution des consommations. Ça nous a permis, par exemple, dans une unité, de voir qu'il y avait une consommation un petit peu plus importante. Donc, moi, j'avais mon idée, on va dire, c'était un service un petit peu spécifique. Donc, je pensais que c'était la spécificité du service qui faisait, en effet, augmenter les consommations de seringues pré-remplies. Ça a été vérifié. Mais j'ai demandé à l'unité d'hygiène hospitalière d'aller les voir. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on ait vraiment enfin, en tout cas, de notre point de vue, on ne va pas faire le déploiement et puis on va laisser en disant c'est bon, c'est acquis. C'est forcément quelque chose sur lequel on va être obligé de revenir. D'autant plus que c'est un acte qui est très banalisé. Et ça, je le redis vraiment. Je pense qu'on a beaucoup plus un soin qui est très spécifique. Je pense qu'on, forcément, en tant que professionnel, mais c'est humain, hein, c'est tout à fait normal, on est du coup plus attentif en disant ouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ou c'est quelque chose qui est très particulier, donc je vais y faire un petit peu plus attention. Plus c'est banalisé, moins on y fait attention, et plus, du coup, forcément, on peut avoir des dérives. Donc, oui, on l'avait en tête tout de suite. C'est quelque chose dont on passe vraiment on appuie vraiment très fortement sur cette pratique-là qui n'est pas acceptable, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on continue de contrôler. Et quand vous dites suivi, c'était un suivi des consommations, vous le faisiez de façon mensuelle, c'est c'est ça? Alors, on est au début, donc en effet, on suit avec un petit peu plus d'attention. On s'est fixé un rythme en fait de surveillance. Le but, c'est qu'à minima tous les 6 mois, dans les premiers temps, on ait un suivi très fort et on va dire formalisé avec le groupement. Donc, on a 5 groupements hospitaliers. C'est quelque chose que annuellement, je me suis engagée à présenter à la Comédims. Donc, du coup, à justifier toute évolution de pratique. Et puis là, bien évidemment, on est au début des déploiements. On a des petites adaptations de dotation. Donc, c'est quelque chose qu'on suit avec un petit peu plus d'attention avec les pharmaciens de DM de chaque site. Tout à fait. D'accord. Et au début de votre présentation, vous avez évoqué que les déploiements des seringues pré-remplies permettraient de diminuer les reposes, notamment de PICC-line et de VVP, également des complications infectieuses. Est-ce que ça, vous avez pu l'évaluer et comment dire, et l'illustrer dans les services un peu pilotes où vous avez suffisamment de recul? Alors pour l'instant pas encore, parce que du coup les deux GH qui viennent déployer, je pense qu'il est trop tôt encore pour objectiver, mais en effet c'est quelque chose qu'on a prévu de regarder avec nos unités d'accès vasculaire qui sont disséminées sur nos GH. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose qu'on va suivre. On avait fait une petite étude en 2021 au niveau du PMSI, on avait regardé le nombre de séjours en fait qui avait le code d'infection sur les VVC. Donc, c'est également quelque chose qu'on va suivre. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose, par exemple, l'impact sur la DMS. Voilà, pour l'instant, nous, en effet, on n'est pas encore allé aussi loin. Je pense que voilà, il va y avoir un certain temps, on va dire, un laps de temps, le temps de déployer et de former tout le monde, d'avoir en effet ces données avant-après. On en avait déjà parlé en effet avec des professionnels du DIM aussi pour voir quelles peuvent être les pistes pour objectiver ces améliorations. Et puis on a des études en cours avec nos unités d'hygiène hospitalière qui prennent en compte ce facteur-là. Très bien. Eh bien, le temps file. Je vous remercie, Madame Montange, pour votre présentation et ces échanges. Nous arrivons maintenant à la fin de ce symposium. Donc, je tiens à remercier et à exprimer mes plus sincères remerciements à chacun et chacune d'entre vous pour votre participation et vos contributions particulières et en particulier à nos deux conférenciers qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise sur leur sujet et leur intervention nous ont permis à tous de voir de nouvelles perspectives et ont enrichi également nos réflexions. Je tiens également à remercier les membres de BD pour leur aide à l'élaboration et au suivi de ce symposium et je vais vous partager un QR code que vous pouvez scanner. Alors, je ne sais pas si vous voyez en plein écran. Ouais. Non, si, c'est bon. Merci. Donc, pour que le QR code qui vous permet d'en apprendre plus sur les produits et les services de BD.
Donc, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce symposium sur la chaîne YouTube d'ici une dizaine de jours, le temps de le mettre en ligne. Et je vais également donc remercier vous, chers participants, pour vos questions et également pour votre présence. J'espère que ce symposium a répondu à tous à vos attentes et encore un grand merci au professeur Mimose et à Madame Montange. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente continuation. Merci encore et bonne journée à tous.